Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Facebook Live. Aujourd'hui, nous allons parler de l'école à la maison, ou plus précisément de l'instruction en famille. Je vais vous expliquer tout à l'heure la différence entre les deux. Et oui, c'est un scoop peut-être pour vous, ou peut-être pas, mais l'école n'est pas obligatoire, contrairement à ce qu'on le dit souvent. C'est l'instruction qui est obligatoire et nous avons le choix, en France en 2019, de la manière dont nous allons instruire nos enfants. École publique, école privée sous contrat, école privée hors contrat ou instruction en famille, également appelée école à la maison. Eh bien, c'est cela dont nous allons parler aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous parlerai du cadre légal de l'instruction en famille. Qu'est-ce que ces familles ont le droit de faire et qu'est-ce qu'elles n'ont pas le droit de faire? Comment c'est encadré par la loi en 2019 en France? Et ensuite, je vous parlerai des raisons qui poussent ces familles à faire ce choix et des choix pédagogiques qu'elles font d'une manière générale. Je vous parlerai du formel, de l'informel, du unschooling, des cours par correspondance. Vous pouvez pendant toute la vidéo me poser vos questions via les commentaires, donc en dessous de la vidéo, pas dans le Messenger ou ailleurs. C'est vraiment sous la vidéo, vous pouvez mettre des commentaires et moi, au fur et à mesure, je verrai vos questions. N'hésitez pas à reposer votre question si vous voyez que je n'y réponds pas. Il y a parfois des petits bugs informatiques qui font que je ne vois pas apparaître vos commentaires et c'est qu'une fois que j'éteins la vidéo, que je me rends compte qu'il y a eu des questions, malheureusement, je n'avais pas pu y répondre en direct. Dans ce cas, je prends toujours la peine d'y répondre par écrit dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire bonjour, déjà ça me permettra de voir si ça fonctionne, si le réseau internet marche bien et si je peux du coup par la suite voir vos questions. Je vois que quelques personnes se sont connectées déjà parce que j'étais très à l'heure pour le démarrage de ce Facebook Live. Donc, je vais attendre un peu que tout le monde arrive et pendant ce temps-là, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Ségolène Hart, je suis psychologue pour l'association L'Accolade. Je donne des conférences sur des thèmes touchant à l'éducation pour le très jeune enfant, l'enfant, l'adolescent, toutes les questions qui traitent à l'éducation, donc comment poser le cadre, comment gérer les émotions, la confiance en soi, les écrans. Voilà, tout ce qui touche à l'enfance et l'adolescence. Eh bien, merci à vous qui arrivez. Il y a plein de bonsoirs qui arrivent. Bonsoir à tous. Donc, ça fonctionne bien. Je suis très heureuse de voir que vous êtes aussi nombreux ce soir déjà, alors qu'on est juste au démarrage de cette conférence. Avec l'association, je propose également des ateliers pour les parents sur des soirées. Je vous en reparlerai tout à l'heure pendant l'entracte. Des ateliers pour les enfants. Pour le moment, ça n'est ouvert que pour les maternelles et les primaires. Je continue de rêver pour les ouvrir également pour les adolescents. Et bientôt, je vous en reparlerai pendant l'entracte, je suis en train de préparer une formation en ligne. Comme ça, tous ceux qui ne peuvent pas venir jusqu'à moi, eh ben, c'est moi qui vais venir jusqu'à vous. J'espère qu'elle sera opérationnelle dès février 2020. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Voilà. Alors, maintenant que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées entre-temps, je vais vous représenter un peu le sommaire de cette conférence pour ce soir. D'abord, je vais vous parler du plan légal, du cadre légal de l'instruction en famille. Qu'est-ce que en France en 2019 on a le droit de faire, pas le droit de faire, et comment tout ça est encadré par la loi. Nous ferons ensuite un entracte où je vous présenterai les prochaines dates de l'Accolade. Et après l'entracte, je vous parlerai de ce qui motive ces familles à faire ce choix et de la manière dont des choix pédagogiques qu'elles font pour leurs enfants en passant des cours par correspondance jusqu'au unschooling. Et je vous dégrossirai tous ces mots et tout ce que ça implique pour ces familles et ces enfants. Voilà pour le sommaire. J'espère que tout le monde est bien arrivé et confortablement installé. Nous allons démarrer tout de suite. Alors déjà, l'instruction en famille, ça concerne 0,3% des enfants de 6
à 16 ans. Ce chiffre date déjà d'il y a quelques années, d'où le 6-16 ans, puisque le 3-16 ans n'est apparu que cet été. Donc 0,3% de la population en obligation d'instruction, donc très peu d'enfants, mais en pleine expansion, puisque à l'entrée 2007, bonsoir aux nouveaux arrivants en passage, à l'entrée en 2007, ça concernait 1883 enfants en France, alors qu'en 2014, 7 ans après, ça concernait 7400 enfants en France. Donc un chiffre quasiment multiplié par 7, un peu moins, en 7 ans seulement. Voilà, toujours très peu d'enfants concernés, mais de plus en plus d'enfants concernés. Du coup, la législation est de plus en plus rigoureuse. Il y a des nouveaux textes de loi qui paraissent tous les ans, mais presque. Et cet été, la loi Blanquet a encore marqué un grand tournant dans le cadre légal de l'instruction en famille. Qu'est-ce qu'il en est? Eh bien, on en parle tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans les commentaires, donc surtout, n'hésitez pas, profitez de ce temps pour poser vos questions, j'y répondrai du mieux que je peux. Alors, l'instruction, excusez-moi, je prends mon anti-sèche. Ce que je vous disais, donc, c'est que l'instruction est obligatoire, mais pas l'école. Et donc, en France, nous avons encore cette liberté du choix d'instruction que nous avons pour nos enfants, que ce soit l'école publique de l'éducation nationale, l'école privée sous contrat, l'école privée hors contrat, les écoles spécialisées pour enfants porteurs de handicap à besoins spécialisés, besoins particuliers, ou l'instruction en famille, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et l'instruction en famille, vous allez le voir, ça concerne une palette de choix pédagogiques encore très différents. Et je vais tout de suite différencier l'école à la maison de l'instruction en famille. Ce ne sont pas des termes officiels, mais ce que ça implique, c'est que vous pouvez prendre des cours par correspondance qui suivent le programme de l'éducation nationale et qui vous surveillent, qui vous chapeautent. Et vous avez une obligation de rendre des devoirs, des résultats à des dates fixes. Quand vous faites ce choix des cours par correspondance, vous êtes dans le cadre de l'école à la maison. C'est-à-dire que vous faites exactement la même chose à l'école que l'école, sauf que vous le faites à la maison. Et dans ce cas, vous recevez la même attestation qu'un enfant scolarisé dans un établissement ordinaire. Un certificat de scolarité qui vous donne donc droit à l'allocation de rentrée scolaire. Et c'est l'école, le cours par correspondance qui surveille que vous instruisez correctement vos enfants, que vous suivez bien le programme qu'ils ont établi pour vous. Mais si vous faites le choix de cours par correspondance sans ce chapeautage, c'est-à-dire qu'on vous envoie tous les cours par correspondance au début de l'année, et qu'ensuite vous faites tout ce que vous voulez comme vous voulez, et vous n'avez pas d'obligation de rendre les devoirs à date fixe, ou alors que vous prenez vos propres méthodes pédagogiques, quelles qu'elles soient. Dans ce cas, vous êtes dans le cadre légal de l'instruction en famille et vous êtes contrôlé d'une part par la mairie, d'autre part par l'éducation nationale. Et c'est de cela dont je vais parler aujourd'hui. Je ne parlerai pas de l'école à la maison quand vous êtes avec des cours par correspondance avec obligation de rendu de résultats. Alors, je regarde s'il y a des questions. Non. Voilà la différence entre l'école à la maison et l'instruction en famille. Alors, l'instruction en famille, comment ça se passe? Eh bien, nous sommes dans une obligation d'instruction actuellement de 3 à 16 ans. Et donc, pour cela, vous allez être contrôlé par deux biais différents. Le premier, c'est l'enquête de mairie. La mairie vient vérifier que vous mettez en place les moyens nécessaires à l'instruction en fonction de l'âge et l'état de santé de votre enfant et en fonction des moyens dont vous disposez. Pas besoin donc d'avoir une super maison avec une chambre par enfant pour pouvoir instruire en famille. En revanche, la mairie vérifie qu'il n'y a pas maltraitance, mise au travail, etc. L'enquête de mairie va également venir vous demander quels sont vos choix, quelles sont vos raisons pour lesquelles vous avez pris l'instruction en famille. L'enquête de mairie, elle a lieu la première année où vous faites l'instruction en famille, d'après la loi de préférence le plus rapidement possible. Il n'y a pas de date, ça peut être le lendemain de votre déclaration. Je ne sais jamais le lendemain de la déclaration, ils ont besoin d'un peu de temps pour s'organiser, mais ça peut l'être dans le cadre légal. Et ensuite, ça se fait tous les 2 ans pour chaque enfant.
Donc, si chaque année, vous avez un nouvel enfant qui commence l'instruction en famille, parce que chaque année, il arrive dans l'année de 3 ans, bah, vous allez être contrôlé pour cet enfant à nouveau par la mairie. Ça, c'est l'autorité compétente pour faire l'enquête de mairie, c'est le maire ou un agent administratif de la mairie. Je regarde si je n'ai rien oublié. Voilà. Cette enquête, elle peut être réalisée à votre domicile ou au sein de la mairie. Elle donne lieu à un rapport qui est envoyé à l'éducation nationale, donc à l'inspecteur d'académie, et qui vous est également remis. Ça, c'est pour l'enquête de mairie. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'enquête des mairies. Là, tout de suite, je pense vous avoir dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Concernant, juste en amont, j'ai oublié de vous dire que pour pouvoir faire l'instruction en famille, il vous suffit d'informer la mairie et l'éducation nationale. Il n'y a pas de demande à formuler. C'est juste vous informer que vous avez pleinement ce droit-là et que c'est donc celui-là dont vous allez user. Et donc, eux, en recevant cette information, cette déclaration, ils vous informent en retour qu'ils vous contrôleront. Donc, pour l'enquête de mairie dont je viens de parler. Le deuxième mode de contrôle, c'est l'éducation nationale. C'est géré par l'inspecteur d'académie. Et là, l'inspecteur d'académie va contrôler le niveau scolaire de votre enfant. Et là, avec la loi Blanquet qui est passée cet été, les choses ont un peu changé concernant cette demande. Alors, je regarde, il y a des questions. Bonsoir, que peut nous demander la mairie? La mairie ne peut vous demander que 2 choses. Quelles sont les raisons pour lesquelles vous instruisez? Et il vérifie si vous avez les moyens, si vous mettez en œuvre les moyens pour instruire votre enfant. Donc, ils vont vous demander comment est faite votre maison, comment vous organisez l'instruction en famille, si l'enfant est socialisé et comment il est socialisé, par le biais d'activités extrascolaires par exemple. Voilà. Ils n'ont pas la possibilité de contrôler le niveau de votre enfant. Eux, les 2 objectifs, c'est quelles sont les raisons de l'école à la maison et est-ce que vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour instruire correctement votre enfant. Alors, c'est vrai que le texte de loi est suffisamment flou pour que la mairie puisse faire un petit peu ce qu'il veut par rapport à ça. Je vous en reparlerai à la fin de la conférence. Il y a des associations qui existent pour défendre les droits des familles instruisant en famille. Ils ont des sites internet qui sont très très bien faits, très clairs, avec les limites de là où chacun peut faire. Voilà ce que la mairie a le droit de faire, pas le droit de faire, et comment se protéger pour que la mairie, l'éducation nationale ne déborde pas sur leurs droits. Voilà. Dites-moi, Maureen, si j'ai été claire ou si vous vouliez préciser votre question, si vous avez d'autres questions par rapport à ça. Autrement, j'enchaîne avec le contrôle académique. Alors, le contrôle académique, le premier, donc par l'inspecteur d'académie, est réalisé dans les 2 mois qui suivent la déclaration d'instruction en famille. C'est-à-dire que si vous avez déclaré le 1er septembre, le premier contrôle peut avoir lieu le 2 novembre. Donc 2 mois et 1 jour après votre déclaration. Ce contrôle, ils doivent avoir prévenu 1 mois à l'avance et depuis cet été, il peut y avoir des contrôles inopinés. La loi ne nous précise pas quel est le cadre de ces contrôles inopinés, c'est-à-dire qu'ils peuvent débarquer à la maison comme ça pour faire le contrôle. Maureen, merci pour votre réponse. Voilà. Ce contrôle, il va se dérouler en 3 temps. D'abord, l'inspecteur d'académie va vous poser des questions sur les moyens pédagogiques et les choix pédagogiques que vous avez faits. L'enfant peut être présent ou pas pendant cet entretien. Vous présentez dans un 2e temps votre matériel pédagogique, vos cahiers, vos classeurs, les tickets des sorties, voilà. C'est bien en amont de l'avoir fait, en fait. Quand vous avez le courrier vous disant vous allez avoir un contrôle, c'est bien de leur envoyer un dossier avec déjà bien écrit au clair vos choix pédagogiques et tout ce que vous mettez en place pour votre enfant. Ça permet de débroussailler un peu ce contrôle. Et dans un 3e temps, l'inspecteur d'académie ou s'il est venu avec un conseiller pédagogique va tester, évaluer votre enfant. Et ça, c'est la grande nouveauté aussi de cet été. Maintenant, l'inspecteur d'académie se réfère au cycle du socle commun de l'éducation nationale. Votre enfant a donc l'obligation de recevoir l'instruction du programme de l'éducation nationale à chaque fin de cycle. Donc, vous savez, l'éducation nationale est organisée par cycle de 2-3 ans à chaque fois. Et donc, à chaque fin de cycle, votre enfant doit avoir eu
ces cours-là, d'avoir reçu cette instruction-là. On est toujours en obligation de moyens, pas en obligation de résultats. Les enfants qui font l'instruction en famille ne sont pas obligés d'avoir le niveau requis. Heureusement, parce qu'à l'éducation nationale, 40% des élèves de CM2 n'ont pas le niveau de CM2. Donc, heureusement que les enfants instruits en l'école à la maison, enfin, instruits en famille, ne sont pas tenus d'avoir ce que les enfants à l'école eux-mêmes n'ont pas. En revanche, les parents instructeurs doivent avoir fait l'enseignement à leur enfant. Et ça, c'est la grande nouveauté de cet été. Et c'est ce qui réduit considérablement les libertés pédagogiques, comme je vous en parlerai en deuxième partie de conférence. Voilà pour le contrôle. À l'issue de ce contrôle, un rapport est envoyé dans les 3 mois qui ont suivi le contrôle. Si ce rapport est favorable, super. S'il n'est pas favorable, il donne lieu à des conseils, des objectifs à atteindre pour un deuxième contrôle. L'inspecteur d'académie revient pour ce deuxième contrôle. Soit vous avez rempli vos objectifs, il est favorable. S'il n'est pas favorable, alors vous avez une injonction de rescolarisation dans les 15 jours qui suivent le rapport défavorable du deuxième contrôle. Et dans ce cas, vous êtes dans l'obligation de rescolariser vos enfants pour l'année en cours et l'année scolaire suivante. Et ça, c'est également la grande nouveauté de cet été. Avant, c'était que pour l'année en cours. Alors, je vais des questions. Bon, des réactions, oui. je commence par ce qui fait un peu mal, les contrôles, le cadre légal, d'autant qu'il a beaucoup changé cet été. Et effectivement, les libertés pédagogiques et éducatives des familles instruisant en famille, c'est considérablement réduit par rapport à ce qu'il était. On parlera tout à l'heure de ce qui fâche un peu moins, des choix pédagogiques des familles. Ce sera plus plaisant et moins stressant. Néanmoins, sachez que au dernier comptage, il y avait en moyenne 2,5%. Alors, je me rappelle plus exactement du chiffre, je l'avais pas noté, mais c'était environ 2,5% de deuxième contrôle. C'est-à-dire que, pour prendre les chiffres dans l'autre sens, 97,5% des premiers contrôles sont favorables. Donc, c'est quand même une très grande majorité des contrôles qui sont favorables à l'issue du premier contrôle. J'ai pas les chiffres d'injonction de rescolarisation, j'ai pas les pourcentages, mais voilà, il y a 2,5% de deuxième contrôle. Si ça peut vous rassurer un petit peu. Alors, je vérifie que j'ai tout dit ce que je voulais vous dire. Oui, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport au cadre légal? J'attends quelques secondes pour voir. Eh bien, très bien. N'hésitez pas pendant l'entracte à me poser d'autres questions puisque nous arrivons déjà à l'entracte. Pour moi, ça passe à toute vitesse. Après l'entracte, je vous parlerai de ce qui motive les familles à faire l'école à la maison d'une manière générale, parce qu'évidemment, je n'ai pas interviewé toutes les familles, et des différents choix pédagogiques qu'elles font, comment elles organisent l'instruction en famille. Mais je vais profiter de cette entracte. Attendez, je vois qu'il y a une question. Ah non, c'était un bonsoir Fanny. Je vais profiter de cette entracte. Oh, mon papier. Parce que j'ai mis mon papier. Excusez-moi, je ne suis pas très bien organisée ce soir par rapport à d'habitude. Eh bien, donc je profite de cette entracte pour vous donner les dates de l'accolade et de tout ce qui va se passer. Et alors, il y a beaucoup de choses. Nous allons être très actifs à l'accolade. Déjà, samedi prochain, c'est le goûter des adhérents. Donc, toutes les personnes qui ont été adhérentes à l'accolade depuis le début de l'aventure sont invitées à un goûter. Ce sera l'occasion de faire l'assemblée générale de l'accolade. Espérons que le beau temps se poursuive. Ça se passera dans les locaux habituels de l'accolade. Ensuite, jeudi, dans 10 jours, jeudi 26 septembre, démarrent les ateliers Parler pour que les enfants écoutent et Écouter pour que les enfants parlent de Faber et Maslich. Si vous avez des difficultés avec vos enfants, si vous avez envie de faire autrement pour poser le cadre, accueillir leurs émotions, les aider à grandir, à s'épanouir, favoriser le lien entre vous et vos enfants, alors ces ateliers sont faits pour vous. Dans un groupe restreint de parents, maximum 10, nous discutons ensemble des choix pédagogiques. Je vous donne des outils, des conseils, vous les mettez en place et on se voit toutes les 2 semaines et toutes les 2 semaines, vous pouvez vous entraîner et puis dire où est-ce que vous en êtes. Lundi prochain, lundi 23 septembre, pour tous les participants, pour tous ceux qui ont déjà fait ces ateliers, je propose un atelier de révision
nous nous retrouvons. Alors, vous avez fait les ateliers avec moi ou avec quelqu'un d'autre, peu importe. Nous nous retrouvons, vous amenez vos situations compliquées, difficiles, et on essaye de les retravailler ensemble et de réfléchir à quelles habiletés auraient pu être mises en place pour améliorer encore les relations entre vous. Les ateliers fratrie, frères et sœurs sans rivalité, toujours de Faber et Maslich, démarreront le dimanche 13 octobre. Ces ateliers-là sont réservés à ceux qui ont participé aux ateliers Parler pour que les enfants écoutent ou n'importe quelle formation sur la parentalité, que ce soit Filiosa, Thomas Gordon, que ce soit communication non violente, du Montaï-Kramer, peu importe, la discipline positive. Du moment que vous êtes déjà formé en parentalité positive et bienveillante, vous pouvez participer à des ateliers. Si vos enfants se disputent, c'est compliqué. Je vois qu'il y a plein de questions et j'y reviendrai juste après. Le prochain Facebook Live aura lieu le vendredi 4 octobre. Vendredi 4 octobre à 21 h sur le même mode qu'aujourd'hui. Nous parlerons des enfants qui sortent du moule de l'éducation nationale, qu'ils aient des difficultés dans un sens ou dans un autre. Enfants 10, enfants précoces, TDAH, autisme, bref, tous ces enfants qui ne rentrent pas pile poil dans le moule de l'éducation nationale et qui se retrouvent en souffrance à l'école, comment faire pour les aider à garder confiance en eux, comment travailler de la maison la confiance en eux de ces enfants. Et puis les ateliers moi et les autres reviennent, des ateliers que vous pouvez partager, vivre avec vos enfants si vous voulez que vos enfants apprennent à réfléchir, à se remettre en question, à mieux se connaître, qu'ils développent des capacités, des outils, qu'ils ramènent à la maison, des outils que vous pouvez travailler ensemble dans le quotidien. Le dimanche 13 octobre après-midi, ce sera sur le thème des 5 langages de l'amour. Nous détaillerons donc ça via des jeux, des activités, du plaisir, les 5 langages de l'amour tels qu'ils ont été décrits par Gary Chapman. Et puis votre enfant déterminera quel est son langage de l'amour préféré, comment lui, il ressent au mieux tout l'amour que vous lui portez. Et quand vous serez là avec lui, eh ben, vous saurez encore mieux comment dire votre amour à votre enfant. Et puis, ce sera un temps de partage extraordinaire avec votre enfant, bien entendu. Il y a des conférences aussi, le 1er octobre, si je ne me trompe pas, le 1er octobre à Berge-les-Gonesse sur le thème de comment aider mon enfant à être un élève. Le 2 octobre à Andrézy sur les écrans pour les 0-6 ans. Et le 15 octobre à Carrières-sur-Poissy sur la confiance en soi des 0-6 ans. Voilà, un programme de septembre-octobre bien chargé et que j'alourdis d'autant plus parce que je suis en train de mettre sur pied une formation en ligne pour vous, chers parents. Je viens à vous quand ce n'est pas possible pour vous de venir jusqu'à moi. Cette formation en ligne sera prête, j'espère, d'ici février 2020. Il y aura plein de modules différents pour les parents de bébés, pour les parents d'enfants, pour les parents d'adolescents, sur toutes les questions qui vous intéressent, qui vous touchent. Et pendant ce temps-là, pour vous faire patienter, je mettrai en ligne dès le mois d'octobre des courtes vidéos sur des thématiques très très précises du type mon enfant ne veut pas aller au bain, comment je peux faire, ou alors j'ai hurlé sur mon enfant, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour réparer, comment ça se fait que j'ai pu hurler comme ça sur lui. Voilà, donc ça je vous laisserai aller découvrir sur Facebook ou sur YouTube. Voilà pour l'entracte. Alors je vais pouvoir prendre le temps de lire vos questions parce que je vois qu'il y en a plein. Mathilde, tu me demandes, vous n'êtes pas tenu à faire les évaluations nationales par l'intermédiaire de l'inspection? Non, non, effectivement, il y a maintenant, si vous savez, il y a des évaluations nationales qui ont été programmées et tous les élèves d'une classe passent les mêmes évaluations quand elles sont à l'école privée ou publique sous contrat. Et non, l'instruction en famille, nous ne sommes pas tenus à faire ces évaluations nationales. L'inspecteur arrive avec ses propres tests d'évaluation et ça, c'est propre à chaque inspecteur. Ça dépend de l'inspecteur. Astrid, beaucoup d'interrogations ici sur le matériel pédagogique à présenter à l'inspecteur et sur le type d'exercice qu'il peut demander, correspondant au cycle, mais encore, pouvez-vous donner des exemples? Eh bien là, Astrid, je vais vous donner une réponse très très floue parce que ça dépend énormément des inspecteurs. D'autant plus que jusqu'à cet été, il n'y avait pas d'obligation de suivre le programme de l'éducation nationale et l'inspecteur était donc, lui, dans l'obligation de s'adapter au matériel pédagogique fourni par la famille. Alors, les inspecteurs ne le faisaient pas toujours, parfois ils arrivaient avec leurs propres tests, mais la famille était en droit de refuser les tests de l'inspecteur et dire non, 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 nous, on veut utiliser notre matériel pédagogique à nous. Maintenant, depuis cet été,
la loi a changé et maintenant les familles qui font l'instruction en famille sont dans l'obligation de suivre le socle commun. Pour le moment, il n'y a rien de national, donc il n'y aura pas d'exercice proposé de manière nationale, ça va dépendre des inspecteurs, et donc c'est au bon vouloir des inspecteurs, donc d'où cette réponse très très floue. Par rapport au matériel pédagogique proposé par les familles, je vais en reparler, c'est justement le thème de cette deuxième partie de conférence, donc je vais bien détailler les différents choix des familles, parce que alors là c'est pareil, il y a une palette de choix et d'idées très très large. Voilà Astrid. Mathilde, est-ce que tu feras une conférence sur la thématique à l'occasion sur les enfants TDA? Eh bien, pourquoi pas, merci pour cette idée. Je ne l'avais pas programmée, mais je serais ravie de le faire. Je garde l'idée. Merci Mathilde. Et donc, à l'occasion, si d'autres ont d'autres idées, n'hésitez surtout pas. J'aime bien la formation en ligne, super idée. Ah bah, merci pour ce commentaire, ça m'encourage à y travailler d'autant plus. Et Mathilde, tant mieux pour les évaluations, car je n'aurais pas été étonnée. D'accord. Et Astrid, merci, j'attends le matériel. Eh bien, très bien. Alors, du coup, on va continuer. Alors, d'abord, je voulais vous parler des raisons qui poussent les familles à déscolariser ou à ne jamais scolariser leurs enfants. Alors, j'ai envie de vous dire, en fait, il y a autant de raisons que de familles. C'est-à-dire que en 2014, il y avait 7400 réponses à cette question. Mais dans les grandes lignes, je ne vais pas vous donner autant de réponses. Alors, je m'interromps parce que je vois que Maureen me demande que risque-t-on si on refuse l'injonction de scolarisation? Alors, ce n'est pas possible de refuser l'injonction de rescolarisation. Vous risquez de la prison et une amende avec plusieurs zéros. Je ne me rappelle plus du montant de l'amende, mais il y a au moins 4 zéros. Si je ne me trompe pas. Donc, c'est pas possible, en fait. Voilà. À la limite, en termes stratégiques, il vaut mieux parfois rescolariser avant le deuxième contrôle, si vous sentez qu'il va être négatif et que vous êtes vraiment sous pression en vous disant que il y a vraiment un gros risque pour qu'il y ait une injonction de rescolarisation, parce que du coup, en rescolarisant à ce moment-là, vous avez le choix de la scolarité que vous faites. Vous pouvez prendre des cours par correspondance type école à la maison dont je vous parlais tout à l'heure, et du coup, vous restez quand même dans le cadre de la maison, même si vous allez être contrôlé par les cours par correspondance, plutôt que de prendre le risque de l'injonction de rescolarisation et du coup 15 jours pour trouver une école sous contrat. Je suis arrivée en retard et je crois avoir rapaté tout l'aspect législatif. Est-ce qu'un récap très rapide pour les nouveaux points serait possible? Fanny, je vais pas le faire parce que ça fait déjà une demi-heure que la conférence a démarré, que je voudrais pas qu'elle dure trop longtemps, j'ai encore plein de choses à faire. En revanche, cette conférence, tu peux la revisionner sur Facebook quand elle sera finie ou sur YouTube quand elle sera finie également et qu'il faudra juste me laisser le temps de faire la manip pour la mettre sur YouTube. Mais je vais pas revenir en arrière parce que ça va être trop long. Alors, les raisons qui poussent les familles à ne jamais instruire ou à déscolariser, à ne jamais instruire, pardon, à ne jamais scolariser ou à déscolariser. J'en vois deux grands types. La première, et c'est surtout les raisons qui poussent à déscolariser, souvent en catastrophe, c'est que l'enfant est en souffrance à l'école. Soit en souffrance sur un plan psychologique ou social, parce qu'il est victime de harcèlement, parce qu'il est en phobie scolaire, parce qu'il ne rentre pas dans le moule, dans le cadre de l'éducation nationale, et que du coup il est en souffrance. Et donc pour ces raisons psychologiques et sociales, les parents préfèrent la déscolarisation, l'instruction en famille, ou alors pour des raisons scolaire, purement scolaire, l'enfant ne rentre pas dans le cadre précis de l'éducation nationale, soit qu'il déborde avant, soit qu'il déborde après, il est en avance ou en retard, ou il est juste différent, avec un fonctionnement différent qui ne correspond pas au fonctionnement de l'éducation nationale, et du coup, il se sent à nouveau en difficulté, et les parents sentent que ce serait plus facile à la maison pour pouvoir respecter le rythme de l'enfant. Alors, je vois qu'il y a des questions, ça fuse, les questions. Ah, merci Dimitri pour cette précision. Il n'y a pas autant de zéros que ce que j'annonçais. L'amende est de 1500 euros, d'après Dimitri. Quand même à vérifier parce que dans mon souvenir, c'était une amende impossible à payer parce que 1500 euros, ça reste possible. Mais voilà. Enfin, moi, je n'irais pas jusque-là si ça n'était qu'à moi. Voilà pour la suite. Merci Maureen et Fanny aussi pour vos commentaires. Voilà pour une partie des raisons qui poussent à la déscolarisation. Une autre raison, qui n'est pas du tout la même que celle dont je viens juste de vous parler, est plus une raison idéologique ou philosophique, qui est que les parents invoquent
le droit au respect du rythme de l'enfant. Eux, ce qu'ils souhaitent en faisant l'école à la maison, c'est respecter le rythme de l'enfant, quel que soit ce rythme, que l'enfant soit en retard ou en avance sur le programme de l'éducation nationale. Ils veulent juste proposer l'instruction, les apprentissages, exactement de la même manière qu'on propose l'apprentissage du langage ou de la marche. Quand le bébé naît, on ne lui dit pas, bon, aujourd'hui c'est lundi 8h, t'as cours de marche, donc là, s'il te plaît, il faut que tu ailles de la table basse jusqu'au canapé, on va le faire 8 fois de suite, et puis quand tu seras bien entraîné, tu verras, tu y arriveras, et si tu n'y arrives pas, eh ben, je vais te mettre une mauvaise note, voire une sanction. Voilà, de la même manière que quand on a voulu apprendre à notre enfant à marcher, on lui a laissé prendre son temps et les pédiatres considéraient qu'il était complètement normal que votre enfant marche, qu'il ait 9 mois ou 18 mois. Dans cette fourchette, qui est quand même du 5 au double, c'est normal, ça fait partie de la norme. Les enfants marchent entre 9 et 18 mois. De la même manière, ils vont apprendre à lire, à écrire, ils vont apprendre leur table de multiplication, ils vont comprendre le fonctionnement du système solaire entre 9 et 18 mois. Mais pas, je dis un âge au pif évidemment, c'est une blague, mais pas à une date précise quand l'instructeur a décidé que c'était le bon moment pour lui que les enfants l'apprennent à ce moment-là. Voilà, le respect du rythme dans le sens du rythme d'apprentissage. Le respect du rythme aussi dans le sens du rythme de la journée. Ne pas être obligé de presser les enfants le matin, de les lever tôt, de les presser pour aller s'habiller, se préparer. Et puis arriver à l'école, de faire pipi à heure fixe, de manger à heure fixe, d'être assis toute la journée, alors que les neurosciences ont prouvé à quel point il était désastreux pour les enfants d'être assis 6 heures par jour. C'est extrêmement mauvais pour leur santé physique et morale. Respecter le rythme et les besoins naturels de l'enfant. Pour d'autres raisons idéologiques, il y a aussi le plaisir d'être ensemble, de partager notre vie. Voilà, certaines familles pensent que elles ont fait des enfants, c'est pour pouvoir en profiter et pour pouvoir vivre pleinement cette période ensemble. Ça ne veut pas dire les prendre, les isoler, les mettre dans une prison dorée, les accrocher et ne plus jamais les laisser partir. Non, non, c'est juste se dire, je veux pleinement assumer la responsabilité de voir grandir, d'apprendre à mon enfant à grandir, de l'accompagner dans son chemin et du coup d'être là dans son quotidien, d'être là avec lui. D'autres raisons que je n'avais pas. Certains aussi choisissent de faire l'instruction en famille parce qu'elles sont déçues par l'éducation nationale et par toutes les autres écoles et souhaitent que leurs enfants aient un meilleur niveau de connaissances et de compétences et qu'elles estiment qu'elles-mêmes pourront mieux pousser leur enfant pour qu'il ait un meilleur niveau. Elles ne sont donc pas dans l'idée de respecter le rythme de l'enfant, mais au contraire de l'inciter à aller plus loin, à apprendre plus, parce que il n'y a pas de temps perdu dans les temps de trajet, les temps on attend que toute la classe soit silencieuse, on attend que le dernier de la classe ait également compris la leçon pour passer à la leçon d'après. On va aller plus vite pour apprendre et du coup, mon enfant, en faisant cela, va avoir un meilleur niveau que celui proposé à l'éducation nationale. Donc des raisons élitistes, j'ai envie de dire. Et puis, la dernière raison que je vois, en tout cas que j'ai vu écrite sur des sites internet, mais je n'ai pas rencontré de famille qui ait fait ce choix-là, ce serait des raisons religieuses. Pour des raisons religieuses, qu'elles choisiraient d'instruire elles-mêmes leurs enfants. Voilà. Bon, personnellement, j'ai jamais eu de témoignage dans ce sens-là, donc je peux pas vraiment vous en dire plus par rapport à ça. J'ai juste vu ça sur des sites officiels de l'instruction en famille, disant que ça peut être une des raisons. Alors, Olivier Marie me dit vive le temps de l'enfance, oui, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure. Et Astrid complète en disant pour garder le goût de l'apprentissage, respecter le rythme de l'enfant. Voilà ce que je disais tout à l'heure, certainement, je pense qu'Astrid complète pour dire quand on respecte le rythme de l'enfant dans le sens où il avance comme lui, il a envie d'avancer, et il garde sa motivation intrinsèque à apprendre. C'est pas j'apprends parce que l'autre me demande d'apprendre, mais j'apprends parce que moi j'ai une soif d'apprendre, j'ai une envie de découvrir qui fait que là tout de suite je vais me passionner pour le système solaire et je vais tout connaître sur le système solaire. Et comme j'ai besoin de tout connaître sur le système solaire, je vais développer mes capacités en maths parce que j'en ai besoin pour pouvoir calculer la distance entre les planètes, etc. Et donc, je vais garder cette soif d'apprendre, cette envie d'apprendre et je vais développer plein de compétences grâce à ma motivation intrinsèque. Je pense que c'est ce que Astrid voulait dire. Maureen me dit, pour ma part, je ne suis pas du tout convaincue par le système scolaire actuel. Mais est-ce pertinent de dire ça à l'inspecteur?
Alors, ça dépend des inspecteurs. J'ai eu beaucoup de retours différents sur les inspecteurs. Certains, bon, ils font partie de l'éducation nationale et certains sont absolument convaincus, eux, du système scolaire et du choix de mettre les enfants à l'école. Et donc, eux, ils vont, au contraire, même peut-être vous dire à quel point l'école est bénéfique pour l'enfant et l'école est pensée pour l'enfant. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas très judicieux de lui dire ça. En revanche, il y a d'autres inspecteurs qui sont très très ouverts à d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. Et j'ai eu des retours de familles qui me disent qu'ils ont des discussions ouvertes avec l'inspecteur sur ce qui ne leur convient pas à l'école et ce qui leur convient également à l'école, parce qu'il peut y avoir des choses qui conviennent, avec des discussions très ouvertes. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec le système scolaire, ce que je vous conseillerais plutôt lors du contrôle, c'est de parler de vos choix sans parler de l'école. En disant, voilà, moi je choisis l'école à la maison, l'instruction en famille, parce que je veux respecter le rythme de mon enfant, qu'il se lève à l'heure qu'il veut, qu'il apprenne au rythme qu'il veut, qu'il apprenne selon sa motivation intrinsèque, etc. Sans parler du système scolaire et sans aller leur dire que ce qu'ils font, c'est pourri, parce que évidemment, vous risquez de leur rentrer dedans inutilement. Et puis, je vous rappelle que les inspecteurs sont juges et parties, donc vous les mettez pas à dos inutilement. Je ne pense pas que ce soit très pertinent. Mathilde me demande, effectivement, sur Mantes, de nombreuses familles faisaient ce choix par respect de leur culte. D'accord, ben merci Mathilde pour ce témoignage. Et Fanny répondait à Maureen, je ne pense pas. Ah, donc je pense qu'elle répondait par rapport au fait que c'était pas pertinent de répondre cela à l'inspecteur. Alors, et bien maintenant, passons au choix pédagogique de ces familles. Alors c'est pareil, il y a 7400 familles environ qui instruisent leurs enfants. Je pense qu'il y a 7400 manières de faire. Moi, j'avais envie de vous les présenter sous forme d'un, je ne vois plus le mot, d'un prisme. Non, pas d'un prisme. Ah, je retrouve plus le terme. Comme pour la lumière, là, d'un spectre, d'un spectre, avec le tout formel jusqu'au tout informel. Et puis, chacun va mettre son curseur entre le tout formel et le tout informel. Ce que j'appelle le tout formel, c'est l'école. C'est-à-dire qu'on apprend avec le papier et le crayon, avec des méthodes pédagogiques rigoureuses qui proposent un schéma voilà, une pédagogie, une suite logique dans les apprentissages. Et donc là, c'est la personne qui est instruite, qui propose ça à l'enfant et qui lui donne la marche à suivre pour le formel. Pour le formel, ces familles peuvent choisir des cours par correspondance, avec ou sans contrôle des cours. Ça peut être aussi des méthodes pédagogiques, comme la méthode Montessori, la pédagogie Montessori, la pédagogie Freinet, la pédagogie Charlotte Manson, M-A-N-S-O-N, qui est moins connue. Voilà, qui propose un cadre rigoureux d'apprentissage. Certaines de ces familles ont même une salle dévolue qu'elles appellent salle de classe avec des temps dévolus à l'instruction en famille, avec un emploi du temps bien structuré où il y a les apprentissages qui sont proposés à certains moments de la journée et avec je perds mes mots, un planning prévu sur l'année. Ça, c'est le tout formel. Et à l'autre extrémité, il y a le tout informel qu'on appelle le unschooling pour bien faire. Donc unschooling, l'inverse de l'école, pour reprendre l'étymologie de l'anglais. Et là, pour le coup, c'est zéro papier crayon, zéro planning, zéro méthode pédagogique concrète. La philosophie du unschooling, c'est on va apprendre uniquement dans la vraie vie. C'est-à-dire que quand on fait de la cuisine, eh ben on fait des maths puisqu'on apprend les grammes, les kilos. On fait des maths puisqu'on va multiplier la recette par 2 ou on va la diviser par 2. On fait de la chimie, on fait de la motricité fine quand on casse les œufs. Voilà. Quand l'enfant a une passion, alors je vous parlais de système solaire, alors on va en prendre une autre passion qu'il aurait, les motos, et ben il est passionné par les motos, il va donc vouloir déchiffrer les noms des motos, donc pour ça il va avoir besoin d'apprendre à lire, donc de lui-même il va aller essayer de comprendre comment fonctionnent les lettres, l'assemblage des lettres, etc. Et l'adulte va être uniquement là en guide, en soutien, en étayage pour que l'enfant apprenne de lui-même à lire à son rythme à lui et selon ses envies et ses motivations à lui. Il est passionné par les motos et du coup, il va également apprendre plein de choses en termes de mécanique, de physique, de maths, par le biais
des motos selon ses motivations à lui et uniquement dans la vraie vie. Le unschooling, ça va passer aussi par beaucoup de sorties, de visites, de discussions avec tout un chacun. On va prendre le temps d'aller faire les courses dans les petits magasins pour aller rencontrer le boulanger, la bouchère, l'épicier, discuter avec chacun d'entre eux pour mieux comprendre les échanges de monnaie, pour mieux comprendre le fonctionnement de la vie. Et puis, ça développe la socialisation, la capacité à s'exprimer devant un public inconnu, à aller de l'avant, etc. Donc, le unschooling n'apprend que par la vraie vie, que par voilà ce qui nous entoure. Le unschooling était possible jusqu'à cet été. Là, avec la nouvelle loi dont je vous parlais dans la première partie de la conférence, le fait que maintenant les enfants seront inspectés et seront tenus de suivre le programme de l'éducation nationale, je ne sais pas comment ces familles vont pouvoir s'adapter et adapter leur choix de vie aux exigences de l'inspecteur. Je ne sais pas non plus comment l'inspecteur va pouvoir s'adapter à ça. Peut-être que ça va se faire au bon vouloir de l'inspecteur. Certains seront peut-être plus souples que d'autres. Pour le moment, on n'a évidemment aucun retour puisqu'il n'y a pas eu de contrôle cette année encore. Les premiers contrôles, ce sera la rentrée, c'était 3 septembre, donc je crois que ce sera 4 novembre, les premiers contrôles. Donc pour le moment, on n'a pas de retour par rapport au unschooling et à la liberté de pratiquer ce choix pédagogique. Tout à l'heure, Astrid me demandait quel matériel pédagogique proposer montrer à l'inspecteur au moment du contrôle. Quand vous êtes dans du formel, bon, c'est assez simple parce qu'il y a beaucoup de cahiers, il y a beaucoup de livres, de manuels, donc c'est ça ce que vous présentez. Quand vous êtes dans du unschooling pur, l'idée c'est que votre enfant, vous allez le laisser dans le unschooling, mais vous, parents, vous allez avoir un gros travail le soir de retranscription de tout ce que votre enfant vit en termes, en charabia éducation nationale. Donc pour ça, vous pouvez voir sur Internet, sur les sites officiels, il y a tout le socle commun avec les termes, les terminologies de l'éducation nationale et ce qu'ils souhaitent, ce que le socle commun veut pour chaque cycle. Vous reprenez ça, vous pouvez faire un tableau. Alors, je vous reparlerai tout à l'heure des associations. Elles proposent elles-mêmes des tableaux elles proposent et que vous n'avez plus qu'à remplir pour pouvoir remettre dans les cases. Voilà, vous avez visité un château fort avec votre enfant, donc vous avez fait de l'histoire, vous avez étudié de telle période à telle période. Hop, en visitant le château, c'est lui qui a compté la monnaie pour payer. Bon, vous avez fait des maths, donc dans cette case-là, vous pouvez aller dire que ce jour-là, il a fait des additions et des soustractions, voire des multiplications si vous étiez plusieurs à payer le billet d'entrée. Il a fait un atelier pendant le château fort. Bon, bah ça rentre dans l'art plastique. Voilà. Vous allez faire rentrer dans les cases tout ce que vous avez fait en unschooling, de sorte à ce que vous puissiez présenter ça à l'inspecteur. Je vous conseille également de prendre des photos de vos enfants quand ils font un travail, pour que ça rentre dans vos cases aussi et que vous puissiez présenter ça à l'inspecteur en disant bah voilà, on a fait ça, c'est formidable. Vous pouvez également créer des classeurs par terme. Alors pardon, je m'interromps en plein milieu. Dimitri me dit que le socle commun est absolument imbuvable. J'ai essayé de le lire, ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. Alors, vous pouvez aller voir sur les sites des associations qui reprennent dans des termes un peu plus simples, parce que tout est imbuvable, que ce soit le socle commun ou les articles de loi, rien n'est lisible. Vous pouvez aller voir là-dessus. Le site Nathan aussi, je trouve, propose il récapitule par année, et je trouve que c'est très clair la manière dont ils récapitulent. Donc eux, c'est pour faire la pub pour leur livre, évidemment, pour leur manuel, mais ils ont tout sur leur site par année scolaire, avec les objectifs par année, de manière très précise. Vraiment, l'éducation nationale pure et simple. Et alors là, pour le coup, les termes sont très très simples. C'est du style, en CE1, en maths, il doit avoir vu les nombres jusqu'à 1000, l'addition avec les 100 retenus, la soustraction avec les 100 retenus. Donc ça c'est assez clair, on peut tous comprendre ce qu'on attend d'un enfant de CE1 en maths à l'éducation nationale. Voilà, mais effectivement, le socle commun est assez difficile à lire. Il est assez difficile à lire et surtout, en fait, il est très, très, très vague. Et c'est là que je pense que le unschooling peut avoir encore sa marge de manœuvre. C'est que contrairement au site Nathan, où il nous explique très, très précisément ce qui est attendu pour chaque cycle, en fait, le socle commun, lui, est beaucoup plus vague et beaucoup plus flou. Et du coup, vous pouvez dire à l'inspecteur, ouais, d'accord, il est censé savoir les chiffres jusqu'à 1000, sauf que le socle commun, il dit ça, et qu'en fait, il rentre dans ce cadre-là, et que nous, on a fait ça, même si c'est pas pile-poil les chiffres jusqu'à 1000. Voilà, je pense que ça peut passer pour ça.
Alors, Dimitri nous dit, j'avais trouvé un site qui avait réussi à résumer un peu le socle, je le cherche. Merci, merci beaucoup. Alors, du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire juste avant. Et j'ai complètement perdu. J'ai oublié. Si quelqu'un peut me récapépète. Oh, je suis désolée, je perds le fil de ce que je raconte ce soir. Voilà, voilà. Ah oui, si, j'étais en train de vous parler des tableaux. Excusez-moi pour ce petit bug neuronal. Je vous parlais des tableaux. Donc, oui, moi, mon grand conseil, c'est de faire des classeurs comme ce qu'ils ont à l'école. Le classeur d'histoire, le classeur de géo, le classeur de maths, le classeur de français. Et c'est vous, le soir, quand votre enfant est couché, qui remettez dans les bons classeurs. Ce que vous pouvez faire, c'est un résumé, par exemple. Donc aujourd'hui, on est allé voir le château fort. Du coup, tu as fait ça, tu as vu ça, puis vous mettez une photo de l'enfant, une photo du château, une photo du chevalier, des créneaux, bref, ce qui a intéressé l'enfant. Et vous l'imprimez et vous le mettez dans un classeur. Dans des intercalaires, vous avez une intercalaire préhistoire, une intercalaire et puis une intercalaire Moyen-Âge. Et donc, dans l'intercalaire Moyen-Âge, vous mettez votre visite du château fort. Ce qui fait que quand l'inspecteur arrive, oui, en CE2, ils sont censés avoir vu les Gaulois. Mais oui, formidable, nous avons vu les Gaulois, puisqu'à la bibliothèque, la dernière fois, il a feuilleté ce livre-là. C'était génial. Et donc, vous avez une photo de votre enfant en train de feuilleter ce formidable ouvrage, la photo de l'ouvrage en question, et hop, on a étudié les Gaulois la dernière fois qu'on était à la bibliothèque. Ça permet de montrer ça à l'inspecteur. Et puis, en fait, c'est aussi super sympa pour l'enfant parce que ça lui permet d'avoir plein de photos sur tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a vu. Et puis, de temps en temps, de se replonger dans son classeur et de voir lui-même ce qu'il a vu. Puis, quand il grandit, quand il devient adolescent, il peut lui-même faire ses propres classeurs. Et ça lui fait une mémoire qui est assez chouette, qui peut le suivre toute sa vie. Marie-Noël, du coup, justement, proposait cette idée des photos des enfants en train de travailler. Et Fanny me rappelait que j'étais en train de parler des outils pédagogiques. Merci pour vos commentaires. La dernière chose dont je voulais vous parler pour cette conférence, c'était l'instruction en famille dans le quotidien, comment les familles s'organisent. Eh bien oui, c'est un choix qui implique toute la famille et qui a des répercussions sur toute l'organisation de la famille. Évidemment, il faut qu'un parent soit présent. On n'a pas le droit d'instruire des enfants de différentes familles. Vous n'avez le droit d'instruire que vos propres enfants. Donc, on ne peut pas dire, bon, la famille Piu Piu et la famille Dupont instruisent veulent tous les deux faire l'école à la maison. Donc, on va dire que les Piu Piu font le lundi et le mardi et que les Dupont font le jeudi et le vendredi, ce qui permet que les Piu Piu travaillent le jeudi et le vendredi et les Dupont le lundi et le mardi. C'est pas possible, c'est pas légal, vous n'avez pas le droit. L'instruction en famille, ça veut dire dans sa famille et que pour ses propres enfants. Donc, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc, forcément, ça va demander une grande réorganisation, une grande organisation de la famille, puisque vous n'allez pas pouvoir tous les deux travailler à temps plein, puisque vous avez vos enfants. Pour ça, les familles choisissent différents cas de figure. Soit l'un travaille et l'autre ne travaille pas du tout, et du coup c'est celui qui ne travaille pas du tout qui assume l'intégralité de l'instruction en famille. Ou alors les deux travaillent à temps partiel. Ou alors les parents, l'un ou les deux parents se mettent à leur compte et travaillent à partir de chez eux quand les enfants sont couchés, ou alors quand les enfants sont un peu plus grands, également quand les enfants sont là avec les enfants autour, quand ils sont plus autonomes et qu'ils peuvent passer 1-2 heures chaque jour à s'occuper eux-mêmes. Voilà, ça demande une réorganisation effectivement de la vie de famille. Ça demande aussi une réorganisation budgétaire parce qu'on va plus pouvoir compter sur 2 salaires à temps plein. Ça demande de réfléchir à son rythme de vie, à sa manière de vivre. Ce sont des choix qu'on doit faire et qu'on doit assumer. On ne peut pas tout avoir, on ne peut pas à la fois partir aux 4 coins de la planète et avoir un super salaire. Il y a des moments où il faut faire des choix, mais chacun les fait en conscience et en fonction de ce qui est important pour vous. Ne jamais faire des choix à contre-cœur, faites-les en fonction de vos convictions et de ce qui est bon pour vous, pour vos enfants, pour votre couple. Xavier demande, est-on soumis à un contrôle si nous partons à l'étranger pendant 1 an? Oui, et vous le déclarez comme tel, vous déclarez que vous partez à l'étranger pendant 1 an.
et du coup vous êtes soumis effectivement à un contrôle. Alors je ne sais plus exactement comment il se passe ce contrôle. Est-ce que on vous demande de revenir en France pour le contrôle? Je crois que c'est ça la réponse, mais j'en mettrai pas la main à couper. Je suis désolée, j'ai oublié de revérifier avant la conférence. Je sais que vous êtes contrôlé, ça c'est sûr et certain, mais de quelle manière, je ne sais plus exactement. Si quelqu'un a la réponse, je serais ravie que vous pouviez de me le dire. Dimitri dit « Je ne vois pas par quels moyens l'éducation nationale pourrait venir contrôler si on décide d'aider des enfants en leur donnant des infos, voire même les instruire sans qu'on appelle comme ça. » J'ai pas compris le commentaire. Je ne vois pas par quels moyens l'éducation nationale pourrait venir contrôler si on décide d'aider des enfants en leur donnant des infos, voire même les instruire sans qu'on appelle comme ça. Oui. Alors, ce que j'en comprends, c'est comment l'éducation nationale fait pour contrôler la manière dont on instruit à nos enfants. Et donc, si on triche d'une certaine manière par exemple, si vous avez des cahiers et que l'enfant n'écrit que une fois qu'il a la bonne réponse, effectivement, l'éducation nationale ne peut pas vérifier si c'est l'enfant qui a donné la réponse tout seul ou si vous l'avez aidé pour donner la réponse. Je vous rappelle qu'on n'est pas en obligation de résultat. Les enfants qui sont instruits en famille ne sont pas dans l'obligation de tout réussir. C'est comme à l'éducation nationale, c'est une obligation de moyens. Donc, vous prouvez que vous mettez en œuvre ce qu'il faut pour que l'enfant apprenne. Par contre, maintenant, depuis la loi Blanquet, l'inspecteur va tester lui-même l'enfant. Et donc, c'est l'inspecteur qui va évaluer lui-même le niveau de l'enfant. Et là, vous ne pouvez pas tricher. Par contre, pendant qu'il teste l'enfant, vous avez le droit, voire le devoir, de rester à côté de l'enfant. D'autant plus que pour des enfants, avec plaisir des enfants de 3 ou 6 ans, ça peut être extrêmement angoissant d'être face à un adulte inconnu, parfois dans un lieu inconnu, à faire des tests inconnus. Donc voilà, ça peut être bien aussi que vous soyez à côté pour pouvoir éventuellement commenter ou commenter après en disant voilà, ça on l'avait pas vu, ça il le sait d'habitude et je pense que là il était déstabilisé, que c'est pour ça qu'il vous l'a pas dit. Et dans tous les cas, quand vous recevez le contrôle de l'éducation nationale, dans les 3 mois qui suivent le premier contrôle, le rapport, pardon, de l'éducation nationale, vous avez le droit d'envoyer un contre-rapport. Par exemple, si l'éducation nationale dit votre enfant ne sait pas déchiffrer, vous avez le droit d'envoyer un contre-rapport en disant si, à la maison, il déchiffre, mais effectivement, lors de l'inspection, il n'a pas su déchiffrer. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Alors, que se passe-t-il? On peut aussi avoir plusieurs enfants qui ne sont pas les nôtres et leur faire cours sur 15, 30 minutes, voire plus. L'éducation nationale ne peut pas tout savoir. Oui, alors évidemment, l'éducation nationale n'est pas derrière votre dos H24, donc vous pouvez très bien faire l'organisation de la famille Pupiou et la famille Dupont. La seule chose, c'est que faut pas se faire avoir, et il faut pas se faire avoir. Il faut pas qu'il y ait non plus de délation. Donc, dans des petits villages, parfois ça arrive qu'il y ait des délations. Moi, j'ai déjà entendu parler de contrôles qui ont été faits dans ces conditions, avec des délations, des gens qui me disent voilà, nous on voit que tous les lundis après-midi, il y a des enfants qui vont dans telle famille, on est passé des cours qui s'y font. Bon, tous les lundis, c'est pas interdit non plus de faire des ateliers, les activités extrascolaires. Il y a des enfants qui vont faire des cours d'anglais toutes les semaines, ils sont pas déclarés auprès de l'inspection nationale non plus. Donc vous avez le droit de faire des ateliers de temps en temps. Le problème, c'est que la loi est suffisamment floue pour qu'on ne sache pas ce que ça veut dire le de temps en temps et le organiser. Voilà. Vous n'avez pas le droit d'avoir une école clandestine et vous pouvez être contrôlé pour ça. Vous pouvez avoir des problèmes avec la justice pour cette raison-là. À vous de voir où sont les clous et où elles ne sont pas parce que la loi est suffisamment floue pour qu'on ne sache pas exactement. La dernière chose que je voulais vous dire par rapport à l'IEF dans le quotidien, c'est le regard de la société. Faire l'instruction en famille, c'est un choix au sein de la famille, je l'ai dit tout à l'heure, un choix budgétaire, un choix d'organisation de la famille. C'est aussi un choix par rapport au regard dans la société. C'est encore très, très, très marginal, même si ça se démocratise de plus en plus. Donc, parfois, ça peut être difficile à vivre. Et dans ce cas, je vous invite à vous voir ensemble, à vous organiser ensemble, à vous soutenir mutuellement pour pouvoir faire face au regard de la société. Et puis, rassurez-vous, dans les années qui vont venir, par la preuve, par l'exemple, les gens autour de vous seront rassurés sur le fait que vous ne faites pas n'importe quoi. Alors Dimitri me dit, j'ai trouvé un super résumé en couleur, comment partager un PDF. Tout simplement, vous avez le PDF sur votre bureau d'ordinateur et vous le glissez dans les commentaires et normalement, il se met directement dans les commentaires, à ma connaissance. Si c'est pas le cas, eh bien dans ce cas, vous pouvez me l'envoyer et je le mettrai sur le site de l'Accolade en
nouvelle publication. Et du coup, j'invite tous ceux qui ont regardé cette conférence à regarder sur le site de l'Accolade pour voir, sur la page de l'Accolade, pour voir s'il y a le PDF. Si Dimitri n'arrive pas à nous le mettre dans les commentaires. Voilà. Eh bien, j'espère que cette conférence vous a intéressé, qu'elle a répondu à vos questions. Et j'espère que si vous étiez intéressé ou hésitant, elle vous a donné envie. Je pense que c'est une aventure extraordinaire de pouvoir vivre ça avec ses enfants, que ce soit pour 1 mois, 1 an ou toute la vie. Les retours que j'ai des familles qui instruisent en famille sont généralement très très positifs, et c'est vraiment un temps de partage et de vie en famille, en harmonie, qui est un vrai bonheur pour les enfants et pour leurs parents. Donc, je vous encourage à faire ce choix. Voilà, merci Maureen pour votre commentaire. Je vous donne maintenant les noms des associations qui proposent de l'aide et du soutien. Ces associations sont toutes encadrées par des bénévoles, des familles qui instruisent leurs propres enfants et qui sont eux-mêmes des avocats, des juristes, qui connaissent très 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 bien les lois. Ce sont des gens qui s'impliquent énormément et qui peuvent vous apporter leur soutien. Alors, elles ont des sites internet qui sont très très bien faits et des pages Facebook qui sont très très actifs et ils répondent aux questions. Merci à tous pour vos commentaires. Je suis très heureuse d'avoir pu vous être utile. Alors, cette association, il y a UNIE, Union nationale pour l'instruction et l'épanouissement. Je suis allée voir aujourd'hui, leur site internet n'est pas encore à jour par rapport à la nouvelle loi qui vient de sortir. L'AIA, L-A-I-A, libre d'apprendre et d'instruire autrement. Leur site internet AE est à jour. Les enfants d'abord, L-E-D'-A. Choisir d'instruire son enfant, C-I-S-E. Parents instructeurs, enfants épanouis, P-I-E-E. Ça, ce sont pour les associations que j'ai répertoriées de l'instruction en famille. Il en existe peut-être d'autres, je ne les connais peut-être pas toutes. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Félicia ou quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre. Et j'ai répertorié 2 blogs, je sais qu'il y en a d'autres, mais je ne les ai pas retrouvés. Il y a celui de Stéphanie Boudaille-Laurin, S'amuser ensemble, et celui de Lisa Is, et dont L'école à la maison, je crois qu'il s'appelle tout simplement. Lisa Is, elle a également écrit un livre qui s'appelle L'école à la maison. Voilà, alors vos commentaires. PDF dans les commentaires, ça ne marche pas, donc en MP, et donc je vous les ferai suivre après la conférence, c'est promis. Merci Sego, ton petit panneau l'Accolade derrière toi est trop petit, on le lit à peine. Oui, j'avais rajouté mon petit panneau l'Accolade avec le logo de l'Accolade et j'avais conscience qu'il était petit. Eh bien, merci à tous pour cette conférence. Merci pour vos questions. Merci pour vos remerciements. Je suis vraiment heureuse de savoir que cette conférence peut participer à l'information et à l'enrichissement de chacun. C'est un grand merci pour votre feedback parce que c'est très très agréable pour moi. Dimitri nous donne une dernière information. La semaine prochaine, ce sera les Nonsco de Toulouse au camping Le Bout du Monde, près de Castelnaudary. Oui, il y a beaucoup de rencontres entre Nonsco, donc entre enfants non scolarisés, avec leur famille évidemment. Et donc, apparemment, la semaine prochaine à Toulouse, au camping Le Bout du Monde, près de Castelnaudary, où Dimitri vous convie. Eh bien, à bientôt pour le prochain Facebook Live sur les enfants en difficulté et la confiance en soi. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir à tous, à bientôt.